S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre invité, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Shopopop, l'application référente du cotransportage en Europe. Alors c'est quoi le cotransportage ? C'est tout simplement une solution collaborative de livraison. Concrètement, la solution utilise les trajets du quotidien des particuliers qui vont livrer leurs courses à d'autres personnes sur ces mêmes trajets en échange d'un petit dédommagement. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui Shopopop c'est déjà 10 millions de livraisons réalisées, une communauté de plus de 150 000 cotransporteurs et surtout 30 000 villes en France qui sont couvertes. Alors si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Shopopop et comment ils ont réussi à convaincre autant de personnes, je vous invite à aller écouter dès maintenant l'épisode avec Johan Rico, le CEO et cofondateur, épisode numéro 182. Bref, si vous voulez rentabiliser vos trajets du quotidien tout en rendant service, vous savez où ça se passe, je vous invite à télécharger dès maintenant l'application Shopopop dispo sur iOS et Android. Encore un grand merci à Shopopop de nous permettre de réaliser et de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, beaucoup d'entrain, nouvel épisode, nouvel enthousiasme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir madame ou mademoiselle, je ne sais pas, mais en fait, j'allais dire une grande star surtout. Tu sais que tu es une star dans l'écosystème un peu clair. Non, j'ai l'impression. Mais... On te connaît quand même, on te connaît. Bon, là, déjà, tu vas nous remettre les bases. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On inaugure ou pas? Oui, on peut le dire. Vas-y. On est à la Climate House. Qu'est-ce que la Climate House? La Climate House, c'est une maison dans Paris. On a 5 étages et on rassemble tous les acteurs de la transition écologique. Des startups, des grands groupes, des scientifiques, des artistes qui veulent se rencontrer. Il y a des artistes aussi. Il y a des artistes aussi. Un petit JR qui viendrait, par exemple? Je ne vais pas tout dévoiler. Oh, ok, très bien. Tu l'as monté? Enfin, c'est un collectif, vous êtes derrière, parce qu'il y a Morning aussi. On était 4 entrepreneurs à la base. Donc, Lucie Bage, Clément Atarelsco et Jack Abra. Alors, Jack Abra, c'est... Il a monté une boîte dans l'IA. Clément, il a monté Morning et Lucie a monté Too Good To Go. Et on s'est retrouvés tous les 4 en se disant qu'on voulait créer un lieu qui vraiment catalysait toutes les énergies positives autour de la transition pour accélérer beaucoup plus vite. Et ensuite, ce collectif de 4 est passé à 80 entrepreneurs. Que des entrepreneurs. Que des entrepreneurs qu'on appelle des cofondateurs, parce que vraiment, ils ont mis à la fois un peu d'argent, mais aussi beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de contacts pour qu'on crée ce lieu tous ensemble. Et on fait l'inauguration ce soir. Le podcast va sortir plus tard. Il semble, je regrette bel pas. événement. Je pourrais t'envoyer l'audio ce soir, mais alors je pense pas que l'épisode soit sorti ce soir. Je vais t'embêter. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est de la com? Non, pas du tout. Honnêtement, on y a mis beaucoup d'énergie pour créer ce collectif-là. Et on est vraiment persuadés que mettre tous ces acteurs dans une même maison va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc la proximité physique, carrément? Proximité physique. T'es anti-remote, toi, ou pas? Non, mais... Les employés m'écoutent. Mais ok, t'es quand même pour le... Non, je pense que t'as tellement d'énergie, d'idées, de projets qui peuvent aller beaucoup plus vite juste quand on se voit. Tu vois, tu fais pas ce podcast à distance. Tu sais que c'est exactement ce à quoi je pensais. On s'en est même pas parlé d'ailleurs à Disclosure, mais on n'a même pas fait de call. Et un grande dédicace à Tatiana. C'est Tatiana qui nous a fait une intro. Tatiana Jama de Sista. Très bel épisode, allez écouter. Mais ouais, non, clairement, je préfère le physique pour la transmission des émotions, le partage. Raconte-moi, on parle d'impact, tu vas monter Underdog, il me semble. Qu'est-ce que Underdog, sachant que c'est pas ta première boîte?
Yes, Underdog, c'est un reconditionneur de gros électroménagers. Pour te donner un peu de contexte, on jette chaque année en France 10 millions d'appareils gros électroménagers. Et seuls 3%. Sont reconditionnés. Tu connais très bien le pitch. Ouais. Et c'est un énorme gâchis. Enfin, à 10 millions, juste pour se rendre compte, c'est 30 000 produits par jour. Ok. Donc c'est un énorme gâchis, à la fois écologique bien évidemment et aussi économique, puisqu'on peut en faire quelque chose de ces objets-là. Donc on a lancé Underdog en 2022 avec Léa et Laura. Et donc on est basé à Nantes. On a un entrepôt à Nantes avec des techniciens, des opérateurs. Et on récupère des frigos, des lave-linges, des sèche-linges défectueux. On les reconditionne, c'est-à-dire qu'on répare, on change les pièces d'usure, on les nettoie de fond en comble et on les vend sur notre plateforme qui s'appelle underdog.shop, ce qui te permet de proposer du gros électroménager qui a un moindre impact sur la planète, qui est moins cher, en moyenne 30% moins cher que le neuf, et où tu peux te faire livrer et installer partout en France. B2C, exclusivement? Yes. Ok, On fait un peu de B2B, il y a des acteurs business qui viennent nous voir pour passer des grosses commandes, donc bien évidemment on en fait, mais c'est pas le cœur de cible aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de faire plus de volume, parce que je pense que du B2B, je sais pas, ils peuvent te commander 100 frigos en même temps, quoi. Ouais, mais oui, ça nous arrive. Ok, d'accord. On va reprendre un petit peu les bases. D'ailleurs, tu as parlé de tes deux cofondatrices. Il me semble que vous vous êtes rencontrés chez VP. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Je vais Bonne faire ce transition. podcast tout seul. Hein. Non, je rigole. Non, attends. Avant de parler de tout ça, j'ai quand même une mini question. Ta secret sauce, c'est même pas ta secret sauce, je vais aller plus loin. Ton competitive advantage, j'ai une boîte en tête qui est Murphy. Je sais pas si tu considères ça comme des compétiteurs, parce qu'ils sont que sur de la machine à laver. Ils sont surtout sur de la réparation à domicile. Donc Et c'est ma question. En fait, comment vous réparez? Qu'est-ce qui fait que Underdog marche? Et qu'est-ce qui fait que demain, vous serez meilleur que des compétiteurs qui veulent copier votre modèle suite à ce magnifique podcast? On a vraiment, je trouve, deux business models complètement opposés et en même temps qui se complètent avec des acteurs comme Murphy. Donc eux, ils font de la réparation à domicile, nous on fait du reconditionnement. Et tu as deux réflexes de consommation quand tu regardes les Français. Tu as ceux qui sont prêts à réparer et c'est une super chose et ils peuvent faire appel à des acteurs comme Murphy ou comme Darty Max. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui ont plus le réflexe de consommation parce que leur machine ne peut pas être réparée, par exemple. Et donc là, nous, on propose une alternative au neuf qui a un impact plus positif sur la planète. Donc, deux façons de consommer qui sont assez différentes. Et nous, la Secret Sauce, c'est le modèle intégré qu'on a, c'est-à-dire que on maîtrise les opérations donc de reconditionnement, on maîtrise notre distribution et le fait qu'on ait les deux, ça nous permet déjà d'avoir une offre qui est qualitative et de pousser aussi ce réflexe reconditionné auprès des Français. Les reconditionneurs, déjà, ils sont en CDI ou pas? Oui. Ok. C'est des gens que vous formez ou c'est des gens qui sont déjà formés et t'achètes une main-d'œuvre qualifiée en fait? Non, on les forme. En fait, il faut savoir qu'en France, on est en pénurie de talents manuels. On a sous-investi dans les... Pour le réemploi aussi, il me semble. Exactement. Oh, la belle paire. Non, mais on manque de techniciens en France. Et donc, nous, on a décidé de lancer notre propre programme de formation et de reconversion. Ok. Et pendant 3 mois, on va former les talents qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont même pas de diplôme de technicien. On va les former à ce métier-là. Et ça marche très, très bien. On fait les 1 an de ce programme-là. Incroyable. Ça fait partie de votre secret sauce aussi, tu dirais? Ouais. Ça nous permet en fait, ton recrutement de technicien n'est plus un plafond de verre à ton développement. Donc, c'est clairement un élément de ton scale industriel. Merci pour la broad picture. On revient un peu aux prémices. Tu as monté une première boîte, mince, je vais faire le mec, mais là j'ai plus le nom, que tu as vendu à VP. Est-ce que tu peux me raconter déjà tu faisais quoi avant cette première boîte? Comment tu t'es lancé en fait dans l'entrepreneuriat? Plus l'entrepreneuriat que cette boîte, puis après on va parler du rachat et de la rencontre avec tes cofondatrices. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière par du conseil en stratégie. J'ai fait 4 ans dans un cabinet qui s'appelle Advancy, qui était absolument génial et qui était encore petit à l'époque, donc avec un bon esprit entrepreneurial et de croissance. C'est là où j'ai rencontré Paul et Anis, qui étaient mes cofondateurs sur Daco.io. Et en 2016, on décide de quitter le conseil pour lancer Daco.io. Et c'était une entreprise qui aidait les distributeurs de prêt-à-porter à mieux comprendre ce qui se passait dans leur environnement concurrentiel, donc sur le site web de leurs concurrents, en termes de prix, d'offres, de produits. C'est de la data agrégée, analysée. C'est de la data et en fait, on était un des premiers à utiliser l'IA et le machine learning à une application business. Donc, et quand tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le paléolithique. On a créé nos propres modèles d'entraînement.
on entraînait nous-mêmes nos modèles. Donc, on était sur un volume de data un peu moins important que maintenant. On a créé l'entreprise effectivement en 2016. On l'a revendue en 2018 à VP. C'est une victoire ou pas? Ouais. Ouais. Clairement. Pourquoi? J'aimerais comprendre quand tu crées une entreprise et que 2 ans plus tard tu la revends. Pourquoi c'est une victoire et pourquoi peut-être d'autres entrepreneurs pourraient répondre à ta place que ça l'est pas forcément? Je sais pas ce qu'ils diraient. En tout cas, pour moi, c'était une victoire parce que tu vois, on avait 18 mois. On se posait la question, ok, est-ce qu'on lève des fonds? Est-ce qu'on Ah lève oui, pas? autofinancé, ok. Ouais, on était autofinancé, bootstrap from scratch. Donc belle vente, ok. Bellement. Non, et c'est un point important parce qu'on a une totale liberté de dire oui ou non à cette vente-là. Et au moment où on commence à se dire, ok, est-ce qu'on lève des fonds? On était dans l'accélérateur de VP. Et c'était un accélérateur qui était assez particulier. C'était un programme à Station F où tu avais 3 mois pour montrer à VP que ta tech valait quelque chose et qu'elle pouvait apporter beaucoup de valeur au groupe. Et ils se sont rendus compte d'une chose ultra importante, c'est que VP, ils vendent des produits que tu as déjà vus en ligne. Et nous, notre data leur permettait de mieux négocier et de s'assurer à la fois du prix référent, donc du prix du neuf, et de s'assurer de donner le bon prix sur VP. Ok, donc c'est autant les fournisseurs que le prix que tu affiches de vente. Exactement. Ok. Et en fait, on a parlé ensemble avec VP, ils nous ont exposé leur vision. Et en fait, c'est assez incroyable parce que tu passes d'une petite boîte bootstrap à je vais déployer cette tech qui va être centrale à un groupe qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. On a beaucoup discuté avec les équipes, on a beaucoup discuté avec Jacques-Antoine Grangeau, le fondateur. Et en fait, leur vision, elle nous a beaucoup plu. Et donc, on a dit oui, let's go, on y va. Beaucoup, je parle de boîte deep tech, mais en fait, parce que c'est de l'AI, tu es sur de la data, ça prend du temps, entre guillemets, avant de développer un modèle qui fait ses preuves, j'ai l'impression. Beaucoup te disent, quand tu fais des POC, quand tu commences à bosser avec donc des proof of concept, quand tu bosses avec des grands groupes, attention à ce que ta tech ne soit pas enfermée dans le groupe et au contraire avoir un impact auprès de toute l'industrie. C'est pour ça que moi, je te posais cette question. Je lis entre les lignes. Tu peux nous dire ou pas combien t'as vendu? Non. Très honnête. Je t'ai pas dit, dis-nous. Je t'ai dit, est-ce que tu peux nous dire? Ok, bon. Dans tous les cas, je pense que c'était attractif. La question, c'est, t'es resté quoi, 2-3 ans derrière? Tu dois rester bosser pour VP, c'est ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de limite? Est-ce que même dans la réflexion, j'imagine, c'est une question que vous vous êtes posée, même d'un point de vue émotionnel, il y en a qui disent que leur boîte, c'est leur petit bébé. Je sais pas si c'était le cas pour toi, mais être prêt à limiter peut-être l'impact juste côté VP, qui fait déjà 3 milliards de CA, tu disais, versus aller voir plein d'autres acteurs et offrir ta solution à tout le monde. T'aimes pas ma question. Non, non, pas du tout. En vrai, nous, on a vraiment eu un coup de cœur sur le projet de VP. Et oui, t'es obligé, t'as un earn-out que tu négocies 2, 3, 4 ans en fonction de ton contrat. Nous, il s'avère qu'on est resté 4 ans, alors qu'on n'était pas du tout obligé de rester 4 ans. Donc, on s'est D'accord, ok. hyper bien épanoui chez VP et ils ont été ultra intelligents dans l'intégration de la boîte à l'intérieur de VP, qui est un grand groupe. Et le fait qu'on reste 4 ans, on C'est est vous à la qui avez place de géré tout. l'intégration, j'imagine? Non, écoute, il y avait une équipe en interne chez VP qui était notamment pilotée par Henri-François Martin, qui est maintenant le co-DG de la Climate House, et qui a vraiment réfléchi sur comment on intègre cette équipe, comment on intègre l'outil, parce que notre outil, tu vois, on avait une petite dizaine de clients et on a dû le scaler hyper vite à l'intérieur de VP. Et ils l'ont fait de manière ultra intelligente. Et comment tu t'assures juste à ce moment-là, mais en fait c'est une question que je devrais poser à VP, mais que ton modèle qui marche pour 10 clients, donc je sais pas combien il y a de data points que vous analysez et gérez, versus, je sais pas quel est l'ordre de grandeur quand tu montes à l'échelle VP, mais en termes de référencement, je pense que c'était énorme le nombre de En fait, produits si tu veux, quand on a commencé à travailler avec VP juste avant l'acquisition, on devait suivre de mémoire 50 à 100 marques en termes de scrapping et d'IA. Et l'objectif, ça a été de monter très rapidement à entre 3 et 4 000. Donc, tu m'as dit... tu fais fois 8 ou 10. Ok. Et en fait, c'est simple, tu as une due deal technique ultra lourde. Et tu parles à tous les managers, développeurs, lead tech et CTO qui regardent ta tech de chez VP et qui évaluent si elle est capable de tenir et si toi, tu es capable de la développer pour l'emmener plus loin. Et là, vous étiez serein à 100%? Ouais.
Vous saviez que ça allait pouvoir suivre. Ok. Qu'elle était ouf. Ça peut être un doute quand même, non? Non, écoute, franchement, c'est... Ok. Tu m'as l'air d'être trop sereine, Claire. C'est un truc Là, bah, de c'est fou. pas moi qui l'a développé, c'est chaud, Alice et Paul. Et en fait, c'est des petits génies de la tech, donc zéro doute. Si eux, c'est des génies de la tech et je vais aller droit dans... En fait, à la base, je voulais dire, en fait... Ok, VP, je vais poser cette question. Le plus intéressant, ça a été l'expérience, l'argent ou la rencontre avec tes cofondateurs? Cofondatrices, pardon. Ouah, Pas facile. j'ai un mix des trois. Et on va pas se mentir, l'argent, ça te sort de ton quotidien et tu as une liberté d'entreprendre derrière qui est encore plus totale. Ok. L'aventure, franchement, était incroyable parce que du coup, j'y suis restée 4 ans. Pendant 2 ans, j'étais à la tête de tout le pricing. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai lancé toute la BU de seconde main de VP avec Jacques-Antoine et toute une équipe. Recycle, exactement. Et donc, j'ai appris ce que c'était de la seconde main intégrée, puisqu'on avait aussi un entrepôt et on a géré des centaines de milliers de pièces de vêtements. J'ai appris la seconde main chez VP, donc dans la meilleure école logistique qui existe. Et donc, du coup, j'aurais pas pu monter Underdog sans cette expérience-là et sans avoir rencontré Léa et Laura, qui sont mes cofondatrices aujourd'hui. Donc, je vois quand même que l'expérience et les rencontres valent un peu plus sur le long terme que l'argent. De toute manière, ces rencontres et ces expériences créent de l'argent derrière. Enfin, de la valeur qui La valeur. se transforme en argent. Je sais plus qui me disait ça. L'argent est un produit dérivé de la valeur que tu crées. C'est vrai. J'aime bien. Enfin, Ok, hyper clair. Maintenant, parle-moi un petit peu de... Bah, tu es en train de parler de Recycle. En gros, j'aimerais comprendre d'un point de vue entrepreneurial, c'est quoi la limite que tu as, même d'un point de vue impact, c'est-à-dire que tu fais de l'intrapreneuriat quand tu lances la BU, et versus te dire, on repart à l'aventure, quand on repart from scratch. Pourquoi en fait? c'est une excellente question. Tu vois, pour trahir aucun secret, moi j'avais un burn-out de 2 ans. Donc je pouvais, au bout de 2 ans, partir. Et je me suis posé la question, donc c'est arrivé en 2020, ce burn-out-là, donc milieu du Covid. Et je me suis posé la question, est-ce que tu retournes monter une boîte? Ou est-ce que tu essayes de bouger les choses à l'intérieur de ce mammouth rose qui est VP, parce que c'est un énorme groupe. Et la réflexion a été, j'ai l'opportunité de faire bouger les choses parce que Jacques-Antoine avait envie de monter cette seconde main. Je vais apprendre parce que je savais que je voulais faire de l'économie circulaire. Je vais apprendre un maximum de choses. Je vais avoir les moyens logistiques et financiers de développer des choses hyper intéressantes. Et il y avait une réflexion qui est purement personnelle, qui était que j'attendais mon 2e enfant. Ok. Et alors là, je tire mon chapeau à toutes les entrepreneurs avec un E qui le font enceintes et qui entreprennent en étant enceinte. Et moi, je me le sentais pas de le faire à ce moment-là. Et donc, je suis partie sur Recycle, mais avec beaucoup d'entrain, tu vois. T'as vécu ta première grossesse, enfin je sais pas quand c'était, mais du coup sur ta première boîte? Alors, l'histoire qui est drôle, c'est que j'ai signé les papiers de rachat d'Aco par VP un jeudi de mort, mercredi, et le lendemain, j'ai fait un test de grossesse positif. Incroyable. Je sais pas quand, enfin là tu te dis, il y a un karma, le monde est bien fait quoi. Juste la question sur VP, c'est l'opportunité de la BU ou est-ce que carrément tu te disais, ok, je veux pas être entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas comment on dit, mais bref, maintenant, et donc du coup je vais peut-être chercher un CDI, une opportunité dans d'autres boîtes. Ou est-ce que c'était vraiment Non, c'était VP? vraiment, Ok. c'était vraiment VP et tout est arrivé en fait super vite. Où moi, sortie du premier confinement, je fais un exécutif programme à Cambridge sur l'économie circulaire en me disant je veux plus d'impact. Pour l'histoire, pardon, je fais tout à l'envers, mais pendant le confinement, on crée une asso avec mon mari qui s'appelle Sauvons nos commerces Ok. et qui vient en aide aux commerçants en leur proposant d'éditer un profil sur une plateforme et les gens pouvaient acheter des bons d'achat sur cette plateforme. Ok. Je peux t'en parler pendant des heures, mais long story short, moi j'ai découvert ce que c'était l'impact à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça honnêtement fabuleux, ça donnait une énergie mais de dingue. Et je me suis dit, je veux faire de l'impact maintenant. Où est-ce que j'apporterais le plus de valeur? Et pour moi, l'économie circulaire était le meilleur sweet spot parce que ça restait du business. Et moi, à part du business, je ne sais pas faire grand-chose. Tout en ayant un impact massif. Donc je commence à faire cet exécutif programme. Je commence à en parler autour de moi chez VP.
En fait, on me dit: «Bah, OK, en fait, maintenant Jacques-Antoine veut monter cette BU-là et ce business-là». Moi, je lève la main en disant: «Je suis ultra chaude pour le faire». Et pour moi, intrapreneuriat et entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de différences. Alors certes, tu y vas avec beaucoup moins de risques, mais tu as toujours ce feu sacré, cette force créatrice qui est là et c'est ce qui est notre dopamine, nous, entrepreneurs, donc Ouais, puis pas savoir ce qu'est ton quotidien, voilà, j'imagine. exactement. C'est ouf parce que quand même, tu dis que tu as levé la main. La chance, ça n'existe pas, tu la provoques. Mmh. C'est-à-dire, je veux parler de ça. Bon, oh là là, allez, je vais sur ce terrain-là, sur lequel je peux ouais, de ouf, parce que je peux pas dire de bêtises. Lundi, il y a eu cette super soirée organisée par Charlie Perrault et les Échos sur les 100 femmes entrepreneurs. Je sais pas si tu y étais ou pas du tout. J'étais invitée, mais je devais rester à Nantes. Donc, mais tu sais, je savais que j'allais croiser des invités ou des futurs invités que je ne savais pas encore vu qu'on ne s'était pas vu, mais bref. En parlant avec Tatiana, il y a ce truc où elle disait les femmes n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin d'argent. Puis moi, j'ai rencontré aussi d'autres femmes à cette soirée, dont une qui me disait non, mais les femmes n'osent pas assez, même, tu sais, avec une flamme en elles, de manière un peu énervée. Et je pense que c'est un discours ça dépend des personnes, comment ils l'intègrent. J'aimerais avoir, toi, ton avis. Et ce qui m'emmerde quand je te dis terrain glissant, c'est pourquoi je pose pas cette question à un mec. Ça, c'est le biais que j'ai. Donc, mea culpa là-dessus. Moi, je sais qu'en tant que média, j'ai cette responsabilité de montrer des femmes, mais j'aimerais comprendre ce côté provoquer ta chance, en fait. Oser. Est-ce que c'est un truc que tu as appris? Est-ce que c'est un truc que tu intellectualises? Est-ce que tu vois dans tes expériences à quel point tu l'as mis en place? Je pense que, faut pas se poser de questions, il faut y aller, tu vois? Moi, à aucun moment, je me suis dit: «Je vais pas lever la main parce que j'ai pas d'expérience» ou «Je suis une femme». Tu vois, j'ai levé la main et j'y suis allée. Il y a plein d'opportunités comme ça où si tu analyses, tu peux avoir peur, mais si tu analyses pas, tu y vas et tu oses, effectivement, aller chercher des choses qui sont peut-être au-dessus de toi parce que tu as pas d'expérience, donnée, mais enfin, oui, je suis d'accord avec le fait qu'il faut oser, il faut oser y aller. Et ça, c'est compatible, tu dirais, avec le syndrome de l'imposteur? Je m'explique, tu vois? Est-ce qu'en cours, tu levais la main pour poser des questions ou ne serait-ce que participer? Ouais? T'as jamais eu peur de ce que les gens pensaient de toi, à ce moment-là, non? Moi, je te dis ça, je fais un podcast, hein, et Oui. pour autant, j'adorais lever la main et à chaque fois que je levais la main, mon cœur battait. Je ne sais pas pourquoi. Bien évidemment que mon cœur bat, tu vois? Enfin, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est, j'ai fait une prise de parole, au BIG la semaine dernière et donc quand Félicitations. merci. Mais quand on m'a proposé, tu vois, on m'a dit: «Bah, tu as 7 minutes pour parler, sans prompteur devant 2000 personnes, de ta vision du progrès». En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai dit: «Oui», parce que c'est une opportunité de dingue et bien sûr que, j'ai stressé à mort. Mmh. Donc Prends du plaisir dans le stress? ouais, en fait, Tu fière de les toi? symptômes du stress sont très proches de celui de ceux, pardon, de l'excitation. Donc faut juste switcher le truc. Et tu le vois de manière positive? Ah ouais, hein. Il y a rien de négatif même dans le travail, je vois que tu m'as l'air apaisé et aussi très optimiste, Ouais. mais sur tout ça, tu jamais rien vécu de très difficile, d'un point de vue pro? D'un point de vue pro, si, mais j'en ai toujours, tiré des enseignements qui m'ont fait grandir, donc c'est un peu cliché de dire ça, j'avoue. Mais, Ouais, je crois que je le comprends enfin aujourd'hui, le côté, chaque défaite est un apprentissage, enfin c'est juste continuer à avancer quoi. ouais Un jour tu auras une victoire et tu dis: «Ah bah en fait c'est ça qui m'a permis d'aller là». et en plus on se rend pas compte, mais en tant qu'entrepreneur, on a des victoires, quotidiennes et donc, je trouve que ça remplit aussi un espèce de réservoir de victoires où tu peux encaisser, 2-3 défaites et repartir. Je 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 sais pas si tu vas en parler, on en a pas du tout parlé en amont, mais tu as des enfants, ils sont en bas âge Oui. j'imagine, ou tu veux peut-être pas du tout en parler? Non, tu le droit. Non, mais je sais qu'il y a des personnes parfois qui n'aiment pas du tout. C'est quoi le, c'est quoi ce que tu auras envie, ils ont quel âge? Ils ont 5 et 3. C'est 2 petits gars? C'est une fille et un gars. OK. Qu'est-ce que tu leur diras dans 10 ans? Je pense qu'ils arriveront au début de la fleur de l'âge dans laquelle tu as ces réflexions, de: «Qu'est-ce que je vais faire de de ma vie?» Ça arrive plus tôt, hein. Ça arrive plus tôt? Ouais. Ah ouais, putain, c'est fou, mais moi, me dis pas à 3 ou 5 ans quand même. T'as déjà des Bah, moi, mes réflexions, parents, ils m'ont toujours dit, quand tu étais vraiment petite, je crois que c'était 6 ans que j'ai commencé, quand ils me disaient: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Je disais: «Je veux être chef». chef? La relou. Côté tyrannique ou côté, Il y avait un petit côté tyrannique, OK. C'était qui tes rôles modèles quand t'étais petite? je sais. On va botter en touche, on va pas parler de tyran. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu dirais à ton fils et ta fille, sur,
Je vais aller très basique, quoi. Tu as 15-18 ans, les choix de carrière qui vont définir. Alors, tu crois que ça définit ta carrière, c'est pas vrai, mais ne serait-ce que les choix d'école, les premiers stages, les choses comme ça, tu vois. Je sais pas ce que je leur dirais. Je leur dirais déjà, qu'ils choisissent quelque chose qui les rend heureux et qui a un impact, positif sur le monde qui les entoure. Alors c'est pas forcément, être entrepreneur, tu vois? Il y a des artistes qui ont un impact positif, il y a plein de gens qui ont des impacts, positifs. Et de suivre, moi ma plus grande peur, c'est qu'ils aient aucun, feu sacré. Je dis pas, qu'ils Mais tu vois? Moi j'avais pas de passion, j'avais pas forcément de choses où je passais 90 de mon temps, mais j'avais, certaines envies et j'y allais avec beaucoup d'enthousiasme et c'est ça que j'ai envie de développer, chez eux. c'était quoi ces envies? J'ai toujours eu beaucoup de, mal à accepter le statu quo. Donc j'étais toujours en train d'observer les adultes et en leur disant: «Mais attends, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu le fais pas comme ça?» OK. Et j'ai toujours un peu ce espèce de feu sacré de dire: «Non, mais rien n'est impossible et tu peux changer les choses pour qu'elles fonctionnent de manière beaucoup plus sereine». Tu challengeais, l'autorité quand tu étais Bah, oui, petite? Ah ouais? bien Et évidemment. tu fini en conseil? C'est fou, non? C'est faux. Tu as réussi à rester en conseil, c'est tout ça. Hem, est-ce que tu as fait 2-3 tests psycho ou pas du tout, toi? Heu, tu quoi par test, psycho? Test de personnalité, Ah oui, moi. Ouais? Tu peux nous enfin, qui en fait, la question, hyper longtemps. qui es-tu? Mais surtout, à quel moment tu as découvert qui tu étais? Parce que ce dont on parle là, c'est en fait d'apprendre à se connaître. J'allais aussi te poser la question, comment on s'assure que des enfants aient une flamme? Et comment on s'assure que des rêves d'enfants, bon, désolé pour les lights, pour ceux qui nous voient, un coup on est éclairé, l'autre pas, mais c'est pas grave. Mais oui, comment tu t'assures en fait de trigger ce truc? Bref, il y a 50 questions en même temps. Mais déjà parlons juste de la personnalité. À quel moment tu t'es découvert, slash accepté, slash, OK, c'est ça mes forces, je vais jouer là-dessus, quoi? Bah, je pense que c'est un travail, continu, tu vois? Je suis pas du tout au bout du chemin, OK. mais je pense que, tu vois, j'ai fait le MBTI à un moment donné, c'est pas ça Oh, au fil de m'a ouais, le 104 du tap en plus? Oh ouais, ouais. classique. Mais non, je trouve que c'est un travail, continu de, OK, qu'est-ce qui me plaît? Quels sont mes drivers? Aussi un travail, d'alignement avec toi-même. C'est ce qu'on doit faire aussi quand on est entrepreneur. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi, la première boîte que j'ai montée, c'était pour monter une boîte. Je voulais découvrir ce que c'était, je voulais devenir entrepreneur. Maintenant, c'est plus du tout ça mes moteurs. Donc, tu vois, tes moteurs aussi changent au fur et à mesure du temps. C'est quoi tes moteurs aujourd'hui? Mes moteurs, c'est de montrer que c'est possible d'avoir des modèles industriels et de consommation, circulaire. Alors, j'entends le tout ce qui est impact circulaire. Pourquoi industriel? Parce que moi, c'est le côté concret qui me parle. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc on value plus le travail, manuel qu'intellectuel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs de la transition qui passent par, un changement de prisme dans l'industrie ou dans les métiers manuels, et que c'est une partie de la clé de cette transition-là. Ça, c'est une mini parenthèse d'éducation, promis, après on retourne. De toute manière, tu me fais une très bonne intro, donc là, on va rentrer dans ton tu dirais que c'est ton projet de vie ou ton projet de cœur, beaucoup plus aujourd'hui, avec Underdog? C'est mon projet tout court. Si je viens de dire c'est mon projet de vie, ça m'angoisse Ouais, parce que genre de j'ai l'autre. très envie d'avoir plusieurs vies. Donc non, c'est mon projet de cœur du moment. OK. Juste sur l'éducation, comment tu ferais ou comment tu essayes de faire? Je sais que c'est compliqué d'analyser ou manipuler des gosses de 3 à 5 ans, mais et qu'est-ce que toi ou qu'est-ce que dans ton éducation, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu as nourri cette flamme? Et encore une fois, j'en parle, mais aujourd'hui, à part des entrepreneurs que tu rencontres dans la vie, est-ce que tu vois des adultes qui rêvent encore, qui ont ce truc de challenger des statu quo, de se dire: «Mais je sais pas, c'est pas tangible, c'est pas cartésien, mais j'y crois», tu vois? Bah, il y en a plein. Et Tu vois, moi, tous les techniciens qu'on a, ils te disent: «Mais moi, j'adore mon métier, donc faut perpasser que, c'est ce qu'il faut faire». Ils sont drivés par le bon sens, tu vois, ils se donnent à 100 et ils ont, vraiment des étoiles dans les yeux quand tu leur parles du reconditionnement et du métier qu'ils font. OK. Donc ils ont vraiment à cœur de faire changer, les choses. Et comment tu le triggererais ça chez une prochaine génération? Mmh, je pense que ça passe, par la curiosité, de leur montrer plein de choses, OK. de leur montrer aussi beaucoup de bon sens en disant: «Bah, oui, effectivement, les choses fonctionnent comme ça, mais en fait, elles pourraient fonctionner, autrement». Et par aussi une certaine, même une grande liberté.
Tu vois, faut avoir une grande liberté de discours, de débat, de débat d'idées, pour montrer que c'est possible. Donc tu stimules beaucoup tes enfants, j'imagine? Bon, Quand j'essaye. ils stimulent non, mais tu sais, tu poses 50 questions, Oui. OK, d'accord. Bon, c'est la fin de la parenthèse, promis. Ça va, ça fait une petite demi-heure. Bien. Parle-moi de Underdog. Est-ce que c'est pas, allez, je vais arrêter de juger. Faut que j'arrête de lancer des perches comme ça et de me manger des des grosses tops derrière. Pourquoi on passe de data point, collectés, analysés et enfin via de l'IA, donc là je parle de ta première boîte. Tu vas me dire, bah, il y a Recycle chez VP qui a planté la graine, mais enfin, d'où elle est venue cette idée? Est-ce que c'est la rencontre avec tes cofondatrices ou est-ce que c'est toi qui l'as portée et ensuite ces cofondatrices sont arrivées? Qu'est-ce que ça t'a procuré, toi, en interne et pourquoi? Je te pose toutes les questions. Ouais, tu poses beaucoup de questions en même temps. Mais et surtout, non, mais surtout, pourquoi t'as quitté VP, quoi? Enfin, pourquoi t'as quitté un confort, disons-le. Et je sais pas combien était ton salaire, mais je suis sûr qu'il était confortable. Alors, beaucoup de questions, Lune. Moi, Et tout est lié. tout est lié. Donc, quand je faisais Recycle chez VP, donc je me suis intéressée aux autres secteurs. Et en fait, tu as eu une première vague d'économie circulaire de seconde main sur tout ce qui est smartphone avec Back Market, tout ce qui est textile avec Recycle, avec Vinted. Et je voyais une deuxième vague potentiellement arriver sur des gros items. Donc, on a vu du vélo, des meubles, du gros électroménager. Et donc, j'ai regardé ces secteurs-là, déjà pour comprendre comment ça se passait. Et j'ai découvert les chiffres que je t'ai partagés tout à l'heure sur les 10 millions d'appareils jetés chaque année en France. Et ce chiffre, il m'a énervée, hyper frustrée. Je me suis dit, faut qu'on trouve une solution pour arrêter ce gâchis-là. Je regarde le marché et je me dis, bah, ok, il manque un acteur qui reconditionne et qui propose ces produits-là aux Français. J'ai commencé à creuser le sujet. Je me suis dit, ok, moi, je veux pas monter une boîte toute seule. Je trouve ça hyper riche de le faire à plusieurs. J'étais très proche de Laura et de Léa chez VP. Je commence à leur en parler. Tout de suite, elles sont hyper chaudes. Et donc, on décide de quitter VP ensemble, du coup, mi-2022. Vous étiez vous trois chez Recycle? Enfin, sur Recycle, sur la BU? Donc, Léa était COO sur Recycle. Elle gérait toutes les opérations. Et Laura, c'était une des directrices commerciales de VP. Donc, pas sur Recycle. D'accord, ok. Ok, d'accord. Moi, j'allais dire ça fait du sens sur Recycle, mais peut-être entre guillemets un peu moins sur VP. Ça a pris combien de temps la discussion versus le vrai go? Comment on se lance et est-ce que tu as cherché des cofondatrices ou on va dire que tu étais en alerte, mais c'est ça? Non. C'est un go. Quand je me suis dit, ok, je veux des cofondateurs, j'ai directement pensé à elle et Ok, c'est on le en a premier parlé, je sais pas, même pas un mois. Ok. Et ça s'est fait et direct? c'est fait. Et comment ça se passe? Juste, tu poses ta dème combien de temps après pour partir et monter réellement Underdog? Et direct, je posais ma dème, Ok. j'ai fait mon préavis et puis c'était parti. Ok, d'accord. Pas Maintenant, simple. on rentre dans le business model. Enfin, pas forcément le business model, juste le business en général. Pourquoi les gens ne se sont pas attaqués à ce marché avant? Et je pense aussi à des énormes de la startup, genre Mano, qui fait pas du tout du recycle, mais qui couvre. Il fait de l'électroménager, non? Mano, non? Un petit peu, je crois. Ok, je sais. Non, c'est pas des gros. Les gros, c'est quand même Darty, Boulanger. Ok, moi je parle de gros en mode startup. Donc moi je Non, parlais en mode agile et j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des rapprochements? Est-ce que tu t'es pas dit, mais eux, s'ils se lancent demain, ils défoncent le marché et moi, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais eux, Back Market, Mano, c'est des marketplaces. Donc en fait, ils touchent aucun produit. Ils ont pas du tout d'un set industriel. Et en fait, tu avais besoin d'avoir cet set industriel pour avoir une offre. J'aurais pu ouvrir une marketplace, j'aurais eu 0 offre. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc ton enjeu c'était d'ouvrir une usine en fait. Ouais, mon enjeu, c'était d'ouvrir une usine, d'être capable de reconditionner ces produits-là et après de les proposer sur mon site. Si je comprends ce que tu as dit, tu as fait quand même des recherches et concrètement, tu n'as trouvé aucune raison tangible pour ne pas y aller? Bah, si, plein, c'est risqué. Mais Ok, non, mais en fait, tu sais, je sais pas si ton process c'est de te dire pourquoi les gens l'ont pas fait avant moi et pourquoi les gens l'ont pas fait avant moi, c'était assez clair dans le sens où le reconditionnement et la seconde main, c'est quand même pas si vieux. Tu vois, un Back Market, il fête ses 10 ans de mémoire, mais ça avait complètement explosé il y a 5-6 ans. Et en fait, ce côté produit volumineux, on n'a quand même pas beaucoup de business model qui nous montrent la voie et qui nous montrent l'exemple.
Donc c'était tout nouveau. Donc pour moi, c'était assez clair que oui, les gens l'ont pas fait parce que juste c'était pas la norme, quoi. Il y a aucune industrie dans laquelle c'est la norme? Là, je veux dire, on parle La de voi gros électroménagers. la voiture. C'est recyclé, ouais? Bah, la voiture, maintenant, tu as plus de voitures d'occasion que de voitures, neuves, quand tu regardes le marché et tu as des acteurs de la réparation, du reconditionnement. Sur reconditionnement, tu as Aramis Auto qui pèse, très lourd. OK. Donc oui, les voitures ont montré, la voie il y a quelques années. OK. Raconte-moi un petit peu, s'il te plaît, le passage de 0 to 1, enfin, c'est quoi vos postes, quoi? Genre, j'ai l'impression que vous touchez à tout dès le départ. Comment ça se passe? C'est quoi les premiers calls que tu passes? Les premiers calls à des invests OK. Pour, pour vous avez levé, donc c'était quoi? 3 millions? 3,8 millions. 0,8 important. Pour, l'usine, pardon? En partie, en fait, donc on décide de lancer l'entreprise. On la crée, très précisément en août 2022. Nous, on se dit: «Il nous faut un entrepôt, il nous faut une équipe technique, il nous faut une équipe tout court». Donc on lève des fonds directement. Donc on prend 3 mois pour lever des fonds. On lève des fonds fin 2022. Les 3,8 dont tu parlais. Avec qui, vous levez? En lead, on a Daphne, et on a aussi Sistaphone, Tatiana. Oui, oui, bah, je rigole, dans ma tête, mais oui, je vois très bien. Et avec en parallèle de cette levée-là, parce que quand tu fais ta levée et que tu vois que ça commence à arriver, tu prends de l'avance sur tous les streams que tu as. Donc en parallèle, on ouvre l'entrepôt, on commence à recruter nos premiers techniciens, on commence à acheter nos premiers lots de machines. Les machines arrivent avant les techniciens, donc on a quelques moments de solitude où on n'arrive pas à porter les machines toutes seules. Donc Ouais, c'est quand même assez folklore. vous savez même pas comment ça marche, j'imagine? Non, on n'a pas une compétence Oui, alors c'est incroyable. une machine Les très premières machines, moi, je les récupère, c'est hyper cliché, mais j'en récupère 10 avant l'entrepôt, donc elles étaient stockées dans mon garage. Bref, c'était, et encore, tu as un garage, mais j'ai OK. un garage. Je sais plus si tu l'as dit dans le podcast, mais Nantes, ça a été aussi choisi parce que tu y vivais? Non, on a déménagé. Pour D'accord. monter la boîte là-bas, on avait un projet, perso de bouger de Paris, post-confinement. Vous 3? Alors moi, surtout. OK. Laura aussi voulait bouger, elle avait plus en tête La Rochelle, mais Nantes, ça cochait quand même des cases. OK. Et Léa était à Barcelone, elle est venue à Nantes pour Underdog. Et donc vous 3, vous y êtes là full Ouais, time on maintenant? est full Ça time coûte maintenant. combien d'ouvrir une usine? Pas extrêmement cher. Non? Non, Tu loues ou t'achètes déjà? tu loues. Tu as un OK. bail, 369. OK, et ça coûte combien? Enfin, je sais pas si Ça va ou dépendre une ça dépend fourchette? de La question, c'est sur 3,8, combien vont, sortent directement pour aller, enfin, c'est quoi sur 3,8 tes besoins en fonds de roulement? C'est-à-dire que même, embaucher des, comment dire? Tu n'as pas dépensé en marketing ou autre, tu es allé chercher vraiment tes premières OP, non? Bien. En gros, pour ouvrir un entrepôt comme le nôtre, il te faut moins de 400 000 €. OK. Donc c'est Sans pas compter la main-d'œuvre, hein? non, juste du CAPEX, OK. ménagement. Ensuite, il te faut, t'as des besoins de recrutement. On a recruté une équipe en centrale, on est 10 maintenant en centrale, et tu as des besoins de techniciens et d'opérateurs. Maintenant, ils sont 15 dans l'entrepôt. OK. Donc il faut que tu finances ces salaires-là, et il faut que tu finances d'équipements, de machines, des choses comme ça. On dit qu'un runway, non, on parle de quoi? Je sais plus, mais en gros, on dit qu'entre 2 levées, c'est 2 ans. Il vous reste de l'argent? Oui. Oui? Donc vous êtes pas prêt de relever? Parce que là, on est en 2024, ça fait 2 ans, non? Plutôt dans quelques mois. OK, donc quand même, OK. C'est quoi l'ambition? Bon, attends, là, on est déjà en train de attends, excuse-moi. Et le 1 to 10, il s'est passé quoi? Donc là, vous faites vos premières OP. Je suis curieux d'ailleurs de comprendre comment ça a été accueilli. Auprès de qui vous êtes allés recycler? Donc auprès de qui vous récupérez les produits défectueux? La main-d'œuvre, on en a un petit peu parlé avant, où vous la formez. Ça a pas été si compliqué d'aller la chercher? En fait, on fait la levée de fonds, on ouvre l'entrepôt, on a 2, après 3 techniciens. On commence par traiter la catégorie de produits qu'on appelle le lavage. Donc tu retrouves le lave-linge, le sèche-linge et le lave-vaisselle. OK. Et tu vois, on commence et on a une partie de l'entrepôt, parce qu'on était dans un accélérateur industriel, et on a 500 mètres carrés. Et très vite, au bout de 3 mois, on lance notre programme de formation et de reconversion pour pouvoir recruter plus facilement les techniciens. On lance toutes les autres catégories de produits, donc le froid avec les frigos, congélateurs, cave à vin, et la cuisson avec le four. OK. Là, on commence aussi à trouver ce qui marche en perf marketing pour le site, commence à bien grossir.
Et on commence aussi à se distribuer sur certaines marketplaces, donc Darty Boulanger par exemple. D'accord. Et donc ça, c'est le 0 to 10, enfin c'est la première étape de scale. C'est un énorme... Enfin, être référencé sur Darty Boulanger, c'est énorme pour vous ou Ouais. forcément? Ça a été un big step. Un big step parce que ça veut dire aussi que tu as la qualité suffisante pour être référencé sur ce genre de plateforme. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Votre trafic, il se fait plus sur votre site ou sur d'autres marketplaces type Alors, Darty? principalement sur notre site. Ok, quand même. En plus, on a beaucoup investi en SEO dès le départ, donc on a beaucoup de trafic Référencé. SEO. Ouais. Ok. Donc ça reste principalement sur notre site. C'est quoi l'importance, là, j'y pense, enfin, vous avez monté une marque pour toi. C'est quoi l'importance d'avoir une marque connue, ouais, surtout dans ce secteur? Bah, tu as besoin, enfin, en tout cas, il y a une place à prendre sur devenir la marque top of mind chez les Français sur le gros électroménager reconditionné, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'acteur là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur la marque et qu'on pousse beaucoup notre site web, qu'on a aussi beaucoup investi dans l'expérience client. Quand tu vas sur notre site web, il y a les photos de tous les produits, parce qu'on a un photo shoot professionnel dans l'entrepôt. On a des fiches techniques qui sont aussi remplies qu'un produit neuf. Donc, on a vraiment investi sur cette expérience client pour te dire qu'il n'y a plus aucune raison d'acheter du neuf quand tu viens sur Underdog. Il y a une garantie, Il y j'imagine? a une garantie de 2 ans sur tous les produits comme les neufs. Ok. T'es cliente? D'Underdog? Ouais. Bah oui. Non, j'étais curieux. En termes de produits, ça c'est juste ma curiosité perso. Est-ce que il y a des produits sur lesquels vous margez plus ou est-ce que il y a des produits genre d'appel sur lesquels vous êtes obligé de les proposer parce que ça fait venir des clients, mais qu'en réalité, c'est quoi? Non, t'as pas de produit d'appel. Nous, le focus qu'on s'est donné au tout début, c'est d'essayer de lancer toutes les catégories le plus rapidement possible. Parce que quand tu as un équipement de maison, quand tu dois équiper ta maison ou ton appartement, c'est assez pratique de prendre ton frigo et ton lave-vaisselle ou ton lave-linge sur la même plateforme. Donc c'était plutôt ça le focus au tout début. Et donc il y a pas... Et c'est quoi le best-seller aujourd'hui? Nous, ce qu'on vend le mieux, c'est machine à laver, hublot et frigo. Et tu vois, je pensais à... Tu parlais de marketplace, mais c'est un peu la même chose en termes d'offres. C'est quoi ce qui s'offre le plus pour le recyclement? Le recycle, je sais même pas comment dire. Le reconditionnement. Le reconditionnement. Qui s'offre le plus, c'est-à-dire? Enfin, les appareils défectueux, c'est quoi ce qu'on récupère? Ouais, exactement, l'offre que vous avez le plus. C'est pareil. En fait, quand tu regardes le gros électroménager neuf, les principales catégories de produits, ça va être la machine à laver et le frigo. Et on retrouve la même chose dans nos gisements et donc dans nos offres. Ok, donc c'est aligné, quoi. Ouais, si on avance un petit peu, ça a été quoi est-ce que vous êtes, comment dire, sur quoi vous avez galéré? C'est que ça a été quoi la mauvaise surprise dans tout ça? Et bien, plein de choses. Déjà, c'est hyper différent par rapport aux vêtements. Nous, on avait quand même fait 2 ans sur le vêtement. Du gros électroménager, c'est lourd, c'est pénible à transporter. Enfin, tu vois, en termes de logistique, c'est à la fois le transport logistique, mais à la fois à l'intérieur de l'entrepôt, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus difficile, honnêtement. Donc ça a été une surprise. Enfin, une surprise. On savait que c'était différent, mais en tout cas, il fallait qu'on adapte les choses par rapport à ce qu'on connaissait. Le recrutement de techniciens, je t'en ai déjà parlé, mais c'était aussi une difficulté qu'on avait au tout départ. Et ensuite, la plus grande difficulté mais c'est vrai dans tous les business d'économie circulaire, c'est que finalement, tu as 3 métiers. Tu as un métier de sourcing, donc trouver les produits défectueux, puisque tu ne peux rien produire par définition. Tu as un métier industriel de reconditionnement et tu as un métier de distribution. Et en fait, tu passes ton temps à essayer d'aligner les 3 parce que s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, les 2 autres doivent le rattraper. Donc, tu as un travail d'ajustement qui se fait au jour le jour qui est assez fort. Genre vous traquez par exemple le coût des stocks? Vous essayez de ne pas avoir trop de stocks en amont? Ah ouais, ok, d'accord, ça on l'apprend à l'école, mais je me suis toujours posé la question. Tu me dis, vous avez un entrepôt de 500 mètres carrés, c'est ça? Au début, on avait 500 mètres carrés, mais maintenant, on est à 2700. Donc il y a une limite en vrai en termes de stock que vous pouvez avoir? Je me rends pas compte, je trouve que c'est honorable. Aujourd'hui, on a 500 produits en stock et donc sur notre site, sur un entrepôt comme le nôtre, tu peux monter jusqu'à 1000, 1200. Mais que de toute façon, ton focus, c'est d'augmenter la vélocité de ton stock. Donc, c'est à quel point je vends vite mes produits. Donc, finalement, ton stock est roulant. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'argent pour lever des fonds?
On n'a pas course beaucoup sur de la montre, la montre. BFR, Ouais. mais on a non, les besoins de levée de fonds, enfin, ce pourquoi on a levé des fonds, c'est pour financer l'équipe. Ok, mais là, vous m'avez laissé entendre que vous relèveriez peut-être. Ce serait quoi dans ce cas-là, si c'est une série A, je sais pas. Ça sera pour dupliquer les entrepôts, puisque on veut dupliquer le modèle plusieurs fois en France. Juste en France? France et international. Europe. Europe. D'abord France et ensuite Ouais. Europe ou On veut déjà saturer la France Ok. et ensuite aller en Europe. Attends, j'avais une mini question. Underdog, what does that mean? C'est un terme qui est souvent utilisé aux US dans le sport et c'est un synonyme de outsider et la définition littérale, c'est le petit qu'on n'avait pas vu venir et qu'on veut voir grandir. Très très clair. Mais je l'avais, mais j'aurais pas été sûr de. C'est bien Comment dire expliqué. Ouais, exactement. En tant que je me suis dit, au lieu de m'essayer, je vais te laisser le faire. L'international, est-ce que l'international arriverait, par exemple, tu dirais avant ouvrir une autre gamme de produits? Genre d'abord vous restez sur ces gros électroménagers, ouais. Ouais, on reste sur le gros électroménager. C'est un énorme marché, hein. Le gros électroménager en Europe, ça fait 50 milliards d'euros. Ok. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. De se diversifier. Et est-ce que c'est pas un risque aussi de perdre, là, dans ce deuxième cas, si tu vas couvrir d'autres gammes de produits, d'affecter la marque négativement? Possible. Je me suis Là, jamais posé la question parce qu'il y a tellement de poules. entrepreneurialement parlant, tu sais, quand on te dit se disperser versus t'as un Eldorado juste sur ça, bah reste dans ta niche. Enfin, je sais. Sachant que c'est pas une niche parce que ton gros électroménager, c'est quand même 10 catégories de produits derrière. Donc là, c'est quand même assez colossal. Et le marché est énorme. Donc, on a toutes les catégories de produits. Maintenant, il faut juste dérouler. Très clair. Si on parle de climat, Mhm. poser cette question un peu bizarre, c'est quoi la boîte que tu aurais adoré monter avant 2022? Une boîte que tu adores, que tu n'as pas montée, qui existe, hein? Il y en a plein. Je pense que c'était plaisir. Écoute, je suis très admirative de tout ce qu'ils ont fait chez Too Good To Go. Je trouve ça c'est incroyable. L'effet de scale qu'ils ont maintenant et les millions de repas qui sauvent. Je trouve que le gaspillage alimentaire est une vraie problématique. Ouais, la food, ça aurait été un sujet qui t'aurait Ouais, intéressé. ouais. Ok. Et si ça n'avait pas été le. Et écoute, sur un sujet plus industriel, je pense, ce que fait Electra, par exemple, je trouve ça assez chouette. Ok. Donc, ils installent des bornes électriques pour pousser l'électrification du réseau de voitures. Et je trouve leur play hyper intéressant. T'es full voiture électrique, toi? Je suis full voiture. T'en es une? Ouais. Ok. Ouais, en même temps, je vois dis Nantes. Ouais, full disclaimer, tu parlais de voiture tout à l'heure, hein, j'ai eu mon permis il y a 2 ans, je ne conduis jamais, je n'y connais rien, je suis le vrai parigo. Est-ce que, je vais continuer, je sais qu'on en a parlé tout à l'heure des femmes, est-ce que tu te considères, pardon, comme porte-étendard des femmes dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'à l'inverse, pas du tout? Raconte-moi. Je ne sais pas ce que c'est que porte-étendard. Je ne sais pas si tu décides un jour d'être porte-étendard. En tout cas, Tu peux incarner un mouvement ou tu vois? En tout cas, c'est une cause qui me touche et donc à chaque fois que je peux la défendre et que à chaque fois je trouve que quelque chose n'est pas OK sur le sujet, je prends la Qui est parole. pas ok? J'aimerais comprendre. Ah oui, là, les gros jeux veut dire beaucoup trop de choses pour un podcast. Pour un Mais... podcast. Non, mais en vrai, de vrai, par exemple, à la soirée de Charlie, c'était assez choquant. Il y avait très peu de mecs. Très, très peu. Et elle a fait un post et Charlie est quand même très gentil sur LinkedIn, mais là, elle a clairement dit tous les mecs que j'ai invités sont pas venus, quoi. Ça peut être un exemple. Tu as l'exemple de l'accès au fonds, tu as dû en parler avec Tatiana. Nous, tu vois, on est une équipe de 3 cofondatrices. De mémoire, dans les résultats, c'est 8% des startups en France qui sont 100% fondées par des femmes et c'est 2% des fonds levés. Donc, il y a un vrai problème de création d'entreprises, enfin de création de startups, d'accès aux fonds. Il y a un problème de représentativité. Je fais beaucoup d'événements. Tu as quand même très souvent des mecs qui parlent. En tout cas, il y a une majorité. Est-ce que c'est horrible ce que je vais dire, mais dans l'impact, on a un peu plus de femmes? Non, il y a un peu plus de femmes. C'est horrible, hein. C'est-à-dire que les mecs, C'est c'est quoi? C'est des machos et ils ont. C'est Non. horrible. Moi, j'aime pas mettre les gens dans les cases parce que je considère qu'il y a plein d'hommes qui défendent la cause des femmes. Mais je pense que le problème est plus structurel. Les choses avancent, bien évidemment. Est-ce qu'elles avancent assez vite? C'est une vraie question.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les faire changer? Vas-y, hein, tu peux y aller. Moi, dans tous les cas, je l'ai dit, je suis un grand féministe et j'ai aussi dit qu'à la soirée de Charlie, quand ils sont là en train de dire: «Les hommes» et je sais plus, elle dit enfin, j'entends «vous», moi je regarde mes pieds direct, c'est horrible. Enfin, les chiffres qu'il y a sont assez horribles, mais ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, il y a un accès au fond, mais ça, tu déjà dû en parler au Oui. LATAM et moi, sur tous les événements où je vais, je regarde s'il y a une bonne, mixité. OK. Et tu as typiquement dans la Climate House, on a, dans les 80 cofondateurs, on a une mixité, une parité pardon, parfaite. OK. Et c'est un vrai boulot. En vrai, ça nous aurait été enfin, on aurait, potentiellement été beaucoup plus, rapidement, j'ai pas chiffré ça en mois, pardon, mais en gros, ça aurait été beaucoup plus rapide d'avoir, plus d'hommes et moins de femmes. Donc on a décidé de passer plus de temps à la construction de ce collectif pour avoir la parité parce que nous, tu vois, c'est un socle hyper fort. Et excuse-moi, hein, là, c'est de l'analyse, mais pourquoi? Pourquoi c'était plus facile d'avoir des mecs que des femmes? Bah, parce que déjà, on a demandé un investissement, et donc du coup, tu as beaucoup moins de femmes investisseuses, Qui ont les moyens? heu, OK. qui ont les moyens ou pas ou qui osent investir dans des projets. OK. Ouais et voilà. Est-ce qu'il manque pas de rôle modèle, tu dirais? Je sais pas, oui, je pense. T'en as je t'en parlais en rigolant là tout à l'heure quand t'étais petite, mais est-ce que toi t'en as eu quand t'es rentrée dans l'entrepreneuriat? Moi, je fonctionne pas trop sous forme de rôle modèle. Ce qui me fait grandir et ce qui m'inspire, c'est plutôt les discussions que j'ai à droite à gauche avec, des entrepreneurs, mais elles peuvent être, ça peut être des CEO d'énormes startups comme, OK. des personnes qui ont plutôt un business, artisanal, tu vois? Mais je Qui suis viennent de se plutôt pas lancer même, OK. Il y a des gens dans tout ça, donc il y a personne que t'as contacté dans le cadre entrepreneurial où tu t'es dit, un peu comme moi dans le podcast: «Putain, c'est top s'ils me calculent» et ensuite tu échanges et c'est là où tu juste je sais pas comment dire, mais voir toi-même ta valeur et enrichir ce côté de, bah, en fait, je peux, tu vois? j'ose. Ouais, j'ose, mais à des échelles, il y a pas d'argent dans tout ça. C'est ne serait-ce que de toi-même te dire, je sais pas, je vais envoyer un message à Daphne, il devrait pas me répondre. Moi, en réalité, je pense que si, étant donné que tu avais déjà le peu des fonds et cetera, mais tu vois ce que je veux dire? Ou j'essaye de mettre le mot «oser» dans d'autres manières qui soient beaucoup moins tangibles et qui soient potentiellement sur du relationnel, sur de l'humain. Tu as eu des trucs comme ça ou pas du tout? J'ai pas forcément eu des choses comme ça, non. Non, pas vraiment. Et tu recommanderais à des gens, qui sont potentiellement impressionnés par d'autres personnes, tu vois, les questions que je t'ai posées de quelle est la boîte que tu aurais aimé monter si tu connaissais pas Lucie Bage demain? Si tu la connais, on a compris. Bien, mais tu recommanderais à ces gens d'aller les contacter justement? D'aller contacter ces gens que en théorie Qui sont pas qui forcément d'être t'impressionnent? super, proches. Ouais, c'est Oui, je ça. pense que tu as rien à perdre à les contacter, mais par contre, moi, je suis assez persuadée que, j'ai, atteint des sphères dans lesquelles je n'étais pas. Il y a pas une question de niveau, hein, c'est juste des cercles que tu connais pas forcément parce que, j'investissais du temps, pour des causes et de fil en aiguille, tu donnes des choses à des gens et ils te le redonnent et tu rentres dans d'autres sphères. Je c'est Si, pas je vois, parce que c'est la sérendipité, je dirais, mais c'est un peu ça, ouais. mais tu vois, enfin, tout est une question de, je vais te donner un exemple tout simple, mais, à un moment donné, j'ai accepté d'être dans un jury d'un programme à Station F, de façon, bénévole, bien évidemment. Ce qui fait que, bah, je connais, Roxane. Elle a monté un groupe d'investisseurs, femmes, de B à femmes où, elle savait que j'investissais, donc elle me met dans ce groupe. Finalement, dans ce groupe, je trouve la moitié de ma levée de fonds, d'Underdog, notamment avec Tatiana, avec, Lorraine qui a un family office. Ce qui fait que je lève des fonds, je crée Underdog, enfin, tout est une question de, petites marches. Et oui, si j'avais contacté, je sais pas, Tatiana ou Roxane from scratch en disant, «Coucou, est-ce qu'on peut se parler?» peut-être que j'aurais eu un: «Bah non, j'ai pas le temps», ce qui est normal, enfin, on a tous 24 heures. Mais en fait, le fait que tu fasses des petites actions et puis tu sors un peu de ta sphère, j'aurais pu complètement, ne jamais aller, faire jury de Station F. Ça fait que tu fais un pas de côté et que du coup, tu t'ouvres à d'autres sphères qui ne sont pas forcément les tiennes et tu découvres des gens, assez incroyables qui t'en font découvrir d'autres et cetera et cetera. Ouais, enfin, je trouve qu'on est souvent parfois très comme ça et quand tu Ouais. regardes un petit peu, tu as un champ des possibles que tu avais pas envisagé.
quand tu partis, déjà qu'on comprenne bien ces petites actions, tu les fais parce qu'elles t'intéressent. Tu n'étais pas en te disant peut-être que je vais avoir des fonds dans quelques années. Qu'est-ce qui t'intéresse dans être jury dans un event d'ailleurs, je sais pas quelle était la thématique. C'était un programme ils ont des programmes d'accélération et donc il fallait choisir les startups. Ah ok, t'as été ok sur c'était quoi Founders Programme. Ouais. Ok, d'accord. Et t'avais le Founder et le Fighter programme. Bah, ce qui m'intéresse, c'est découvrir des entrepreneurs. Enfin, tu passes une demi-journée à écouter des gens qui sont en train de monter des entreprises qui ont des histoires incroyables, surtout dans le Fighter programme. Donc déjà, hyper intéressant. Et t'es avec un jury d'autres entrepreneurs que tu découvres aussi. Donc c'est aussi un boost d'énergie et d'inspiration assez incroyable. Est-ce que tu dirais que dans toutes tes expériences, ce qui te passionne le plus reste l'humain et l'expérience humaine? Ouais, Ok. C'est pour ça que tu cofondes à chaque fois des boîtes. Ok. Je vais te parler d'humain. Je te prends un peu de cours, mais c'est un truc dont tu as parlé sur Big. Il me semble que tu as vécu un décès qui t'a toi touché, mais qui a trigger d'autres choses. J'ai pas eu l'occasion, moi, de voir ton talk. Enfin, il est en replay ou pas? Il est en replay, je t'enverrai le lien. Bon. C'est 7 minutes, ça vient faire. Ouais, tu nous as dit. T'as tenu les 7 minutes, du coup. Tenu les 7 minutes. Je veux bien, enfin, si tu peux nous en parler un petit peu. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment une épreuve ou quelque chose même émotionnellement lourd a pu ouvrir des portes sur d'autres choses derrière. Yes, alors moi j'ai perdu mon père d'un cancer. Il est mort le jour de mon premier board. Donc, bien évidemment, je n'ai pas fait mon premier board. Mais c'est pour te le mettre un peu dans l'histoire Underdog. Ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai pris du temps pour l'accompagner et ça a été un moment très fort pour moi en tant que femme, d'entrepreneur, de fille, enfin tout ce que tu veux. Mais en tout cas, je remercie, tu vois, mes cofondatrices et ma boîte de m'avoir laissé ce temps-là et cette liberté-là. Et après, ça a trigger tout un travail de connaissance de soi, de comment je remonte la pente, de comment j'ai encore ce feu sacré à développer Underdog et à vivre ma vie après un choc comme ça. Ça a trigger pas mal de travail à la fois psychologique, tu vois. Et j'ai l'impression de me connaître beaucoup mieux maintenant et d'être plus droit dans mes bottes, on va dire. Plus sereine? Plus sereine aussi. Ok. Tu dis ce travail psycho et en fait tu dis se connaître. Je vais dire quel âge t'as et après je vais dire non ça se dit pas et après j'allais dire on ne parle pas d'âge donc on s'en fout de l'âge mais t'aurais aimé le faire plus tôt ce travail? Non, parce que donc j'ai 36 ans. Je pense que c'était... Mais je l'ai dit devant beaucoup de personnes au PIG. Je pense que ça... C'est arrivé à un bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. J'aurais préféré qu'il nous quitte dans 20-30 ans, bien évidemment. Mais c'est arrivé après 2 maternités. C'est arrivé au moment de ma deuxième boîte. Il y a eu plein d'épreuves en fait. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Je déménageais à Nantes. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont bougé dans mon équilibre. Et finalement, c'était aussi le bon moment après ce choc-là de se poser et de mettre en place ce travail-là. Je sais qu'on est pris par... Ah oui, on a déjà dépassé de 5 minutes. T'inquiète. C'est un truc ou pas? Oui, j'avais prévenu que j'avais 5 minutes de retard. Ah ouais? J'avais 10 minutes de retard. Non, bah attends. Bon, je veux juste te poser ces dernières questions très du tac au tac. Non, en vrai, j'ai juste cette question. Et après, cette dernière question du tac très vite. Hein. Yes. Underdog, dans 5 ans, si ça a très bien marché, si on est arrivé au bout de tes ambitions actuellement, aujourd'hui, parce que je sais que ça évolue, les ambitions aussi, ce serait quoi du coup ça ressemble à quoi Underdog dans 5 ans? Ça ressemble à une dizaine d'usines en France, en Europe. Ça ressemble à l'acteur numéro 1 du gros électroménager reconditionné. Et c'est dans la tête des Français comme un réflexe de consommation plutôt que le neuf. Magnifique. Et la famille Breton, elle vit où à ce moment-là? Dans peut-être 10 ans, 5 ans 5 ans. À Nantes, toujours. Malgré 10 usines en Europe? Ok. Oui, je pense, je sais pas. C'est possible. Ok. Ouais, là, c'est mes dernières questions. Du tac au tac, c'est sur une échelle. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu riche de manière quotidienne? 10, parce que pour moi, c'est des gens qui t'entourent la richesse et j'ai une vie très riche. Et le earn-out de... Je rigole. La deuxième question, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse? 10 aussi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens? 10. Et à quel point ce même quotidien est difficile ou te demande de l'effort?
10. Ok. Et dernière question un peu plus large. Ouais, si t'étais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu ferais? Je serais auteur. Je te balance une. J'ai écrit un premier roman. Je te le dis alors qu'on soit fini un podcast. Et donc, je serais en train d'écrire des romans. T'es sur quoi ton premier roman? Putain, je suis un piètre lecteur, mais vas-y, dis-moi quand même. Il s'appelle La Valise et c'est sur 3 générations de femmes, ma grand-mère, ma mère et moi. Et ma grand-mère tombe malade. C'est comment on l'accompagne dans ce voyage-là. Et j'y aborde les thèmes de la distance que tu mets entre les aînés, les malades et toi. Le fait que tu partes pas à la découverte du passé de tes parents, de tes grands-parents, tu as l'impression qu'ils sont nés parents ou nés grands-parents alors qu'ils avaient des combats, des rêves, des coups de gueule, tu vois, à l'époque. Et ça parle aussi de comment tu dis adieu à tes proches sans les pousser, trop les pousser vers la porte de sortie. C'était quand que tu l'as sorti? Il y a 2 ans. Je l'ai mis sur Amazon parce que je n'ai absolument pas le temps de trouver une maison d'édition. Mais c'est sur ma wishlist depuis un moment. Incroyable. Non, bah attends, on va le référencer. Tu dirais que ça a été une thérapie pour toi dans tout ça? Ça a été surtout un énorme kiff d'écrire ce bouquin. Un kiff aussi? Ouais. Ok. T'as un côté artistique un jour? Que je me suis découvert, j'ai écrit ça totalement par hasard. Mais T'as pris j'ai combien de temps adoré. pour l'écrire? En gros, il te faut 8 semaines en condensé, mais je l'ai fait sur 1 an et demi. Ok, mais bon, c'était un plaisir pour toi, c'était pas une to-do. Ah oui, j'ai adoré. Trop cool. Bon, bah écoute, Amazon du coup. Bon, c'est dommage. Ce que t'es en train de dire, c'est que c'est dommage, t'as pas de maison d'édition, donc t'as pas de libraire Non. France. Ceci est un appel. Ceci est un appel. Je crois qu'il y a pas mal de personnes, dont Tatiana, qui a sorti un bouquin. Donc, bref, bon, c'est un long podcast, mais ravi de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour ton temps, Claire. Merci beaucoup. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. J'aime terminer par ça. Merde, si vous doutez, n'hésitez pas à oser. Voilà, faites, et c'est en faisant qu'on apprend. Merci beaucoup. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.